Et bienvenue à tous dans cette neuvième émission en direct sur MX Réflexion, donc évidemment sur notre page Facebook. Neuvième émission déjà, ça fait déjà plus de 2 mois qu'on se retrouve tous les lundis avec Blaise. J'en ai pas encore marre de lui, mais je pense que ça ne va pas tarder. Donc je le répète encore une fois, pour tous ceux qui n'ont pas la chance d'avoir accès au live Facebook, ne vous inquiétez pas, on remettra ça sur notre chaîne YouTube et aussi sur notre site mxreflexion.com. Aujourd'hui avec moi, je l'ai déjà mentionné, le grand Blaise Abadi. Comment ça va Blaise? Ça va très très bien. Encore un lundi où on se retrouve, encore un lundi où on va parler motocross et autres. Je suis très content. Moi, je me sens un peu chauve à côté de deux chevelus comme vous. Mais bon, on va quand même passer une très bonne Très soirée. bien. Il me tarde de poser des questions à notre invité du soir. Et voilà, donc ce soir, ben, comme d'habitude, une première partie où on va poser des questions vous allez voir, à notre invité qui va avoir des réponses, à mon avis, très très intéressantes et très très inspirantes. Une deuxième partie dans laquelle on va parler un petit peu du SX, du MXGP. Et une troisième partie avec une question du jour dont on vous parlera justement en dernière partie. Alors Nico, je te laisse présenter Ouais, notre ben, invité de marque. tu mentionnais l'invité de marque, encore une fois, évidemment, champion, plusieurs fois champion de France de motocross. Sa carrière s'est malheureusement arrêtée en 2010, donc il va nous raconter un petit peu son histoire ce soir. Mais je pense que c'est quelqu'un d'emblématique et qui est une grande source d'inspiration. En tout cas, pour moi, il l'est. Je vous présente Axel Alétru. Comment ça va, Axel? Bah écoutez, bonjour à tous, bah ça va, très bien, ça va. Ça va? T'es un petit peu malade, tu nous as dit, t'as failli, t'es Ouais, arrivé un petit peu en retard, mais bon, t'as une bonne gueule quand même, ça va. je reviens de chez le docteur, donc j'étais pas au top. Je reviens surtout de stage là depuis. J'ai fait une grosse semaine un peu de training en natation à Tenerife, enfin, aux Canaries. Et j'ai subi un voyage retour qui était un peu compliqué. 14 heures de voyage, enfin, avec des connexions un peu loupées, tout ça. Du coup, ça m'a carrément mis KO. Et là, du coup, je paye cash. C'est un peu dur. Quand, quand tu, quand tu pars comme ça, tu pars tout seul ou t'es accompagné par la famille ou des gens qui t'entourent dans ton milieu Bah professionnel? là, en fait, j'allais sur Tenerife avec le team Nabaji. Donc, le département natation chez Decathlon. Donc là, on était avec les photographes, tout ça. Donc, on était ouais, 4-5. Donc, D'accord. c'était cool, quoi. Un gros entraînement du coup. Ouais, bah oui, surtout là-bas, c'était des bonnes conditions pour s'entraîner. Forcément, il faisait beau, quoi. Et du coup, j'ai enchaîné les kilomètres dans la piscine, donc c'était vraiment sympa et ça fait du bien. D'accord. Bon, très bien, Axel, juste avant de démarrer, pour ceux qui ne te connaissent pas, bon, toi, tu as quitté le milieu du motocross en tant que pilote, on va dire, en 2010. C'est pas forcément un milieu que tu as quitté complètement. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu à quel moment ça s'est arrêté et pourquoi? Ça te dérange pas d'en parler, évidemment. Non, bah non, du tout. Donc, ouais, bah, quand j'y pense, ça va déjà faire 8 ans. Donc, j'ai eu mon accident en 2010 sur le mondial. Je suis tombé en Lettonie, à Killum. Donc, j'étais en MX2. Donc voilà, lors de ma première année, on va dire, en MX2, la saison, pourtant, tout se déroulait bien, hein. J'avais des bons résultats, tout se passait bien, et malheureusement, bah, accident. Bon, après, c'est la vie, c'est comme ça. C'est arrivé sur une petite chute. On pourrait croire que c'est à chaque fois des chutes qui sont impressionnantes, mais là, tu vois, je suis vraiment tombé sur les fesses, une petite chute de rien, mais avec de lourdes conséquences, quoi. Ouais, ouais, forcément, c'est quelque chose qui a changé ta vie. Au final, pas de regret, j'ai envie de dire, puisque, bon, enfin, c'est facile à dire quand on est dans ma place, mais vu comment tu as rebondi là-dessus, je trouve ça vraiment énorme et je pense que, voilà, te voir avec ce sourire et tout encore aujourd'hui, je pense que c'est, voilà, t'as pas de regret et la vie, elle est comme ça et tu te bats tous les jours, quoi. Ouais, non, c'est sûr. Bon, après, voilà, c'est la vie, faut prendre comme elle est. J'ai toujours été après sportif dans l'âme. J'ai fait du BMX avant la moto déjà avec Gauthier, donc on se connaissait déjà depuis tout petit. D'accord. Après, j'ai fait de la moto et bah, après, voilà, je me suis dit, si je veux faire du sport, c'est maintenant. Et du coup, je me suis relancé dans le sport, dans la natation, après mon accident, ce qui m'a permis de pouvoir, on va dire, bah, découvrir plein de choses et puis me reconstruire aussi, parce que c'est forcément pas facile de se reconstruire après un accident comme je l'ai eu.
Après toi, par rapport à ça, justement, on peut dire que tu as vraiment, vraiment bien rebondi, tu as une détermination qui est énorme. Est-ce que tu penses que ça vient de ton passé ou est-ce que tu penses que c'est lié vraiment à l'électrochoc que la chute t'a fait subir? Est-ce que tu étais déjà comme ça En avant, fait, en fait? forcément, en tant que sportif, on subit parfois pas mal de blessures qui nous coupent dans notre carrière, où on doit repartir de zéro, se relancer, etc. Ah, Forcément, ça, attendez, je vous coupe, je pense qu'on a un problème de diffusion non, sur le live, j'ai l'impression. Non? moi je vous entends. Ouais, moi aussi, je pense que c'est pas mal. Après, Ok, excusez-moi, c'était peut-être un problème de connexion chez moi avec un problème. Je pensais que ça avait sauté sur Facebook. Désolé, c'est les aléas du direct et de ma connexion surtout. Donc, ouais, je disais, quand tu es en moto, forcément, c'est un sport à risque où il y a souvent tu te blesses, on va dire, ça arrive que tu te blesses et du coup, tu dois souvent repartir de zéro et, on va dire, reprendre l'entraînement, refaire une condition physique, etc. Là, forcément, c'était pas le même type de blessure, mais quand tu es au pied du mur, on va dire, où tu te dis, bah, j'ai deux choix, soit je laisse tomber et donc je me laisse aller et je fais rien, ou soit j'ai le choix de reprendre ma vie en main et de continuer à avancer et de profiter de la vie, quoi. Enfin, profiter, je veux dire, avoir des instants intéressants que tu peux encore exploiter. Parce que voilà, quand j'étais au centre de rééducation, c'est vrai que j'ai vu pas mal de gens qui étaient, euh, on va dire, désespérés ou qui avaient du mal à rebondir après un accident, que ce soit dans la moto ou tout autre, hein. Et moi, bah, je leur disais, voilà, vous savez ce que la vie vaut, maintenant, faites en sorte que bah, vous pouvez profiter de la bonne manière de la vie. Donc moi, voilà, j'ai décidé de refaire du sport assez vite pour pouvoir continuer à ma carrière sportive, on va dire, comme j'étais encore assez jeune. Et puis voilà, au final, j'ai découvert plein de choses, ça se déroule bien et ça m'a permis aussi de me reconstruire. Mais après, souvent, on me demande est-ce que c'est parce que j'avais un mental de sportif de haut niveau, etc. voilà, Mais c'est ça, en fait. je peux vous avouer que j'ai vu des gens en rééduc qui étaient soit malades ou qui avaient eu des accidents, qui n'étaient pas du tout sportifs, mais qui arrivaient tout de même à rebondir derrière. Parce que tu vois, comme je le dis, ils étaient à un point où ils n'avaient pas le choix. Et du coup, ils pouvaient rebondir. A contrario, j'ai vu des sportifs de haut niveau, bon, pas dans la moto, mais je veux dire footballeurs. Je ne sais pas si vous allez dire que c'est des sportifs, ça. Oui, quand même, on va pas être méchant. Qui, au final, bah, même s'ils avaient un statut de haut niveau, vraiment des bons joueurs, bah, après une blessure, bah, ils n'arrivaient pas à s'en remettre et parfois c'était la catastrophe. Donc, comme quoi, je pense que c'est vraiment au fond de nous, tout être humain a vraiment une part en soi où on a cet instinct de survie, on peut dire, où on doit rebondir derrière, quoi. Alors justement, toi, par rapport à ça, j'ai vu justement une vidéo de toi dans laquelle tu expliquais que tu étais paraplégique et que tu arrivais à marcher. Bon, Ouais. très franchement, avant de voir cette vidéo, je savais pas que c'était possible. Moi, pour moi, c'était soit on était paraplégique, on restait sur un fauteuil roulant, soit on arrivait à guérir d'une certaine manière. Mais voilà, j'y connaissais rien. Et après cette vidéo, déjà, elle m'a touché. Donc franchement, bravo à toi parce que tu expliques ton parcours d'une très jolie manière. Mais est-ce que tu peux expliquer justement à ceux qui ne connaissent pas comment tu fais toi pour remarcher? Ouais, alors moi, je suis un cas, on va dire, un peu exceptionnel parce que donc, je me suis fracturé la colonne vertébrale, donc dans le bas du dos en L1. D'ailleurs, il y a une photo qui est assez impressionnante sur mon Instagram que les gens peuvent aller voir où on voit ma moelle épinière qui est presque complètement sectionnée. Donc ton Instagram pour ceux qui veulent aller voir, c'est Axel Aletru, c'est ça? Ouais, Axel Alitru, et Ouais. puis on voit à un moment ma photo de la moelle épinière qui est complètement fracturée. Et donc, il y a plusieurs types de paraplégie. Donc, il y a les gens qui ont la moelle épinière complètement brisée. Et donc là, forcément, bah, malheureusement, il n'y a rien à faire. Il n'y a aucune chance que les sensations reviennent. Pour ma part, moi, je suis fracturé la colonne vertébrale presque entièrement, mais il reste une infime partie où il reste quand même des nerfs qui passent. Donc, au fur et à mesure de la rééducation, j'ai commencé à retrouver les quadriceps, donc les muscles des cuisses, quoi.
Et avec ces muscles-là, j'ai réussi à, on va dire, exploiter au maximum pour pouvoir et arriver à me mettre debout. Alors bien sûr, je suis aussi debout grâce à des haltères qui me permettent de pouvoir pallier à mes muscles qui sont paralysés en dessous des genoux. Donc j'ai des haltères qui me tiennent mes chevilles à 90 degrés, ce qui me permet de pouvoir, on va dire, m'appuyer dessus. Donc, alors beaucoup de gens me disent, justement sur la vidéo YouTube, oui, quand tu es paraplégique et avoir les quadriceps, c'est pas possible de se mettre debout. Et moi, j'ai réussi. Et forcément, ça a été beaucoup de travail. C'est compliqué encore, hein, parce que quand je me mets debout, c'est un effort. À chaque fois, c'est pas naturel. Mais j'y suis arrivé. Alors après, il faut savoir que j'ai aucune sensation dans les jambes. Je sens pas du tout mes jambes. Donc ça a été aussi un travail très compliqué de, entre guillemets, deviner où se trouvent mes pieds, tu vois. Parce que par exemple, parfois, pour le démarrage, je mettais ma béquille sur mon pied, mais comme je ne le sens pas, tu vois, je tombais. Enfin, plein de choses comme ça. Ou par exemple, quand ça descend ou quand il y a des trous, je ne le sens pas et mon pied fait un décalage. Et donc, c'est assez compliqué, mais voilà, après, j'ai travaillé énormément. Je me suis acharné pour pouvoir déjà me mettre debout à la base, puis après faire un petit pas, puis un deuxième. Puis après, j'ai commencé à marcher avec un déambulateur. Donc, vous savez, le truc des vieux, là, où on se met en équilibre. Et après, c'est la bonne définition. C'est quoi un déambulateur? Bon, c'est le truc des vieux. Tu sais, quand je me baladais avec ça dans la rue, je peux te dire que les gens me regardaient du genre, mais qu'est-ce qu'il fait? mais non, mais du coup, aujourd'hui, ouais, donc c'est assez exceptionnel d'être debout, parce que comme je le dis, je sens pas, mais j'ai aucune sensibilité dans les jambes, j'ai juste les quadriceps. Et les gens, quand ils me voient debout, ils pensent pas que j'ai seulement ces deux muscles. Et encore, j'ai ces deux muscles qui sont à 60%. Ouais. Donc après, voilà, c'est... J'imagine que ça a dû être un travail de malade pour en arriver là, j'imagine. Ouais, ça a été énormément d'adaptation, si je puis dire, parce que il fallait réfléchir au quotidien à adapter. En fait, c'est comme si tu apprends un bébé de remarcher, tu vois. D'accord. Ouais. Et donc moi, je devais réapprendre tout de zéro, quoi. Et est-ce que c'est un travail encore tous les jours maintenant, ou c'est quelque chose, voilà, le travail tu l'as fait, maintenant il faut le maintenir, ou c'est encore, c'est tous les jours encore pour marcher, c'est vraiment un effort colossal, quoi. Ouais, c'est toujours un effort. Après, depuis 8 ans maintenant, aujourd'hui, je me débrouille de mieux en mieux. Après, moi, je m'en rends pas forcément compte parce que je le vis au quotidien, mais quand je vois justement des gens de la moto qui m'ont pas vu depuis 2-3 ans, ils disent « Ah putain, tu marches de mieux en mieux ». Et moi, je dis « Ah, je sais pas, j'ai pas l'impression ». Mais ils me disent « Si ». Donc au final, tu vois, je m'améliore même si je le sens pas. Et tous les jours, je continue à travailler par exemple, tu vois, en essayant de marcher quelques mètres avec une béquille ou sans béquille. Et au fur et à mesure, tu vois, je progresse infimement, mais quand même, je progresse. Donc c'est important. Après, je sais que tu vois, j'ai besoin beaucoup de travailler aussi les quadriceps parce que c'est les seuls muscles que j'ai. Donc j'essaye de les bosser en muscu pour continuer à les entretenir et continuer à progresser. Donc au quotidien, ouais, c'est du boulot. Parfois, c'est assez fatigant parce que je sais pas si je suis à un endroit, je me dis voilà, il y a 2-3 km, je pourrais me dire je prends mon fauteuil pour les faire. Et des fois, je me dis non, je vais prendre les béquilles, au moins ça me fera travailler et ça me fera encore progresser. Mais c'est parfois pas facile de se dire bon allez, je vais en chier 2-3 km là en pleine ville pour marcher, quoi. Ça va pas être évident, ouais. Surtout quand tu es au milieu et que tu peux pas faire demi-tour, ça va pas être évident, l'histoire. Voilà, puis parfois tu sais, il pleut, ça glisse dehors, t'es pas en tenue de sport, t'es là juste pour visiter ou te balader et tu dis bon, en fait je vais faire mon sport là, tu vois. Ouais, d'accord. Ouais. tu t'auto-lances un défi, quoi. Voilà, mais c'est important pour continuer à m'entretenir et ça permet de passer des caps et même si je retrouve pas forcément de muscles, le corps humain s'adapte et continue à progresser. C'est un petit peu ce qui manque à Blaise mentalement pour l'envoyer sur le Touquet 2019, tu vois. Ouais. Je vais faire une préparation mentale. Ouais, voilà. Et justement, toi, par rapport à ça... Tu m'enverras les tarifs des conférences et tout ça, mais je pense que je vais investir pour mon partenaire parce que voilà, c'est plus possible.
Justement, par rapport à ça, toi, est-ce que tu as travaillé sur ton mental ou est-ce que c'était inné? Est-ce que tu as travaillé sur le développement personnel? Je sais pas si tu connais ou est-ce que tu n'as pas eu besoin? En fait, toi, c'est venu instinctivement après ça. Ben, en fait, j'ai travaillé mentalement forcément quand j'étais à l'hôpital. Comme je le dis souvent d'ailleurs, 80% de mon travail en réduc, c'était quand même mental parce que je faisais de la visualisation où je visualisais les- une partie de mes muscles qui ne fonctionnaient pas. J'essayais de visualiser des mini-contractions, même si au début il n'y avait rien. Donc voilà, c'est vrai, c'est quelque chose qui est assez. Bon, il y a de la technicité, hein. Comme je dis, je pensais à remarcher, mais je me levais pas en disant ah tiens aujourd'hui j'ai envie de remarcher, tu vois. Ouais, Je, ouais. me- je, je bossais vraiment mentalement dans mon lit au calme, des, des, des demi-heures, des 1 heure où je me voyais remarcher un peu finalement comme parfois tu fais en moto avant une compète et tu essayes de visualiser ta course. Et ça m'a permis, après, on sait pas, hein, mais ça m'a permis de pouvoir, je pense, progresser. Après ma sortie du centre de réduc, d'ailleurs, j'ai lu un livre où j'ai découvert que j'avais inconsciemment, tu vois, utilisé des techniques de visualisation. Ouais. Et après aussi, quand j'ai commencé la natation, comme je préparais les Jeux, on m'a dit, mon club, il m'a dit, on va te payer un préparateur mental. Moi, je me suis dit, ok, on verra, tu vois, on verra ce que ça donne. Et j'ai fait 2, 3 séances avec cette dame. Et au final, au bout de 3 séances, elle m'a dit, je suis désolé, Axel, mais moi, je peux rien faire pour toi. J'ai vu que 3 personnes dans ma vie comme toi, c'est David Douillet et Tony Estanguet. Elle dit, on a fait tous les tests. Elle m'a juste, en fait, elle a mis des mots sur les techniques que j'utilisais. Donc D'accord. elle m'a dit, ça sert à rien de faire payer ton club dans le vent. Tu en connais déjà assez. Enfin, donc au final, je pense que ouais, j'ai une bonne technicité là-dessus et que j'essaye d'exploiter encore aujourd'hui au maximum En dans plein fait, d'autres choses. Et ça m'a permis aussi d'évoluer sur mon handicap et dans la natation, quoi. en fait, arriver instinctivement à trouver des méthodes qui ont été étudiées par d'autres au final. Ouais, voilà, après, ouais, c'est ça, Ouais, exactement. c'est, Et pour avoir discuté avec d'autres gars qui ont eu des accidents ou des maladies similaires et qui sont maintenant aussi conférenciers comme moi, je dis, mais comment t'es arrivé aussi à trouver ça et tout et on se comprend, du coup, c'est cool. Et il me dit, j'ai lu des livres, puis après, il a essayé. En voyant que ça marchait, il continuait, etc. Puis après, tu pousses ça au maximum et au fur et à mesure, tu en apprends, tu lis des livres et puis tu évolues avec ça, quoi. ouais. Juste, je viens sur Internet, en commentaire, on a Julien qui nous demande, alors je sais pas ce que c'est, peut-être que tu le sais, si tu as pratiqué l'EFT. L'EFT, Ouais, non, tu connais pas non plus? non, je Non. connais pas. Donc Julien, si tu peux préciser ce qu'est l'EFT. Après, les mots, enfin souvent le vocabulaire, je ne connais pas forcément de tout ça justement, mais D'accord. les techniques, je les connais. Justement, c'est ce que je disais avec la préparatrice mentale. Là, elle me disait, je disais ah c'est ça le mot, je ne savais pas et tout, mais finalement j'utilisais la bonne technique, quoi. Et juste, on a une autre question de Guillaume qui nous demande comment tu peux faire de la muscu des jambes sans pouvoir les bouger en fait. Tu sais comment tu arrives à te muscler les Si si quadriceps? alors si moi je peux bouger les quadriceps, c'est les seuls muscles que je peux contracter. D'accord. Donc j'ai mes quadris qui sont fonctionnels à 60%. Et donc, avec ça, je peux aller en muscu et faire, par exemple, euh, je sais plus, la Ouais, machine où on le bosse lever de jambes là. Ouais. le lever de jambes, pas la presse, parce que comme justement, j'ai pas de contrôle au niveau des chevilles, mes jambes partent dans tous les sens. D'accord. Mais je peux quand même bosser avec des poids que je mets au bout bien de mes pieds. Je peux contracter mon muscle, le détendre, le contracter. Et c'est les seuls exercices que je peux faire. D'accord. Si on revient un petit peu au sport, donc tu t'es mis à la natation après ta blessure, après ta rééducation. Est-ce que bon, forcément, il y a des points communs avec le motocross parce que c'est un sport individuel, mais est-ce que tu retrouves d'autres points communs dans un sport comme ça? Je retrouve forcément les points communs où il y a la bagarre. Après, la natation, c'est complètement différent parce que ça se joue chacun sa ligne, tu vois. C'est un chrono, tu te bats tout seul.
Mais forcément, ouais, en tant que sportif, j'ai retrouvé cette adrénaline du départ qui est hyper excitante. Les voyages, être en équipe de France, partir à l'étranger, en stage, etc. Tu vois, c'est quelque chose qui est vachement enrichissant. De voyager aussi, c'est pas que le sport en lui-même, c'est tous les à côté, tu vois, qui sont vraiment intéressants. Après, avec la natation, j'ai découvert un milieu malgré tout complètement différent de la moto. L'ambiance qui forcément n'est pas pareille, mais aussi des moments vraiment cool où tu vois, la moto, on va dire que tu vas plus dans des endroits paumés où que jamais t'aurais mis les pieds, tu vois, enfin, quand je faisais l'Europe, j'allais en Bulgarie, à Sarajevo, enfin, des endroits paumés où jamais tu aurais mis les pieds. En natation, tu vas dans des villes où voilà, tu es toujours en ville, tout est bien, tout ça, tu voyages, donc ça c'est cool. Mais après, ça m'a permis de découvrir aussi d'autres athlètes. Ça m'a permis de pouvoir rentrer j'étais dans le team Caisse d'épargne, donc de rencontrer les athlètes, on va dire, olympiques. Donc ça a été vraiment aussi des moments super intéressants où tu peux échanger avec des sportifs connus du monde, du grand public et échanger sur leur sport. Tu découvres d'autres sports qui sont intéressants. Que quand tu es dans la moto, je trouve qu'on est vraiment cloîtré que dans la moto et on rencontre pas vraiment d'autres athlètes, tu vois. Et tu peux nous Et rappeler, au final, on retrouve toujours les mêmes personnes tous les week-ends et Ouais. on gare son camping-car dans la boue et voilà, tous les week-ends, c'est la même chose, quoi. Là, par contre, en natation, il n'y avait pas debout, ça c'est clair. tu peux nous rappeler du coup ton palmarès en natation? Alors en médaille, championnat de France, je pense que exactement, je sais pas, mais je crois que je vais avoir une douzaine de médailles d'or, un truc comme ça. Ce qui est pas mal. Euh, C'est ouais, c'est impressionnant. déjà pas mal. Après, j'ai 3 records de France, aussi sur 50 mètres crawl et 100 mètres crawl. Et après, championnat d'Europe, ou en papillon, où j'ai médaille d'argent. Et aussi, oui, je suis champion. J'ai gagné les European Master Games, donc c'est les Jeux européens en natation, D'accord. où je suis médaillé d'or 2 fois. Donc ouais, ça a été Un beau une palmarès. montée assez... Comment? Un beau palmarès du coup là. Ouais, ouais, ça a été... c'est vraiment... ça se passe bien, quoi. Bon. Après, toi, est-ce que tu continues quand même à aller sur les courses de motocross ou pas? Ou tu as un petit peu coupé avec le monde du MX? Après mon accident, je suis retourné voir un Grand Prix parce que j'en avais l'envie. Faut savoir que j'ai pas de rancœur envers la moto. Tu vois, il y en a qui en veulent à la moto, ils veulent plus entendre parler de cross. Ils se disent jamais plus j'irai voir une course, jamais plus je regarderai à la télé. Moi, au contraire, j'avais envie de retourner sur un GP, donc je suis retourné sur un GP après mon accident, pas longtemps après. Mais depuis, j'essaye d'y retourner, mais j'ai pas forcément le temps. Mais l'envie est là. Mais cette année, j'étais par exemple, début d'année, j'étais aux US, je suis allé voir 2SX. D'accord. Donc quand même, tu vois, je suis quand même tout ça. Ouais, ouais. Tu disais que tu n'avais pas trop le temps. C'est quoi une semaine type de Axel Alitru? Une semaine type, c'est, on va dire, entraînement, donc natation. Je m'entraîne à peu près 6 fois par semaine, donc ce qui est déjà quand même énorme. Quand même pas mal. Ouais. Ouais, j'enchaîne, Ouais, c'est un coup de 2 fois par jour, c'est ça. Ouais, c'est ça. Après, je fais beaucoup aussi de kiné. Donc, je continue à faire du kiné tout de même, pas pour continuer à progresser, mais pour m'entretenir sur les muscles, parce que j'ai beaucoup de muscles à bien étirer, à mobiliser. Donc, aussi mes épaules, parce qu'il faut savoir que je marche quand même avec des béquilles, et il y a beaucoup de poids que je mets sur les épaules, donc je dois vachement entretenir mes épaules pour à l'avenir, je sais pas, dans 20 ou 30 ans, à force, tu vois, tu abîmes tes épaules. Ouais. Donc, faut faire attention à tout ça. Après, je bouge beaucoup parce que je suis conférencier. Donc, j'interviens dans les entreprises, un peu partout en France. Donc parfois, je m'en vais à Nice ou à Bordeaux ou sur Paris. Pas mal de rendez-vous sur Paris aussi. Donc, ça prend pas mal de temps, mais tout est organisé, donc c'est cool. Tu es Bon, un petit peu de retour aussi sur un sport mécanique avec le buggy SSV. Tu as des objectifs à court terme ou à plus ou moins long terme?
Ouais, j'ai commencé le SSV en 2016, où j'ai roulé à Pont-de-Vaux, donc la course, les 12 heures de Pont-de-Vaux, je sais pas si vous connaissez. Ouais, on Ouais, mais connaît. c'est du quad, on va pas en parler. C'est du quad, ouais. Mais ils ont fait une catégorie, enfin des manches SSV. Donc j'ai commencé à rouler là-bas et ça s'est bien passé. Je termine deuxième, donc ça m'a, on va dire, mis le pied à l'étrier, ça m'a donné envie. Et depuis, je fais aussi le championnat de France de SSV et avec objectif pour 2020. Alors là, c'est gros objectif aussi, c'est de faire le Dakar. Donc ça va être une aventure exceptionnelle. Donc ça, tout ça, c'est pareil, ça se prépare en amont. Donc il y a beaucoup de rendez-vous forcément avec les futurs partenaires, tester la mécanique. Donc ça prend aussi pas mal de temps. C'est un nouveau challenge. Ça va être vraiment extraordinaire. Je ne sais pas ce que ça va donner. Je n'ai jamais vraiment fait de rallye, mais je vais apprendre. Et puis, comme tous les sports que j'ai fait à présent, je pense qu'en apprenant, ça devrait bien se passer. Et voilà. Après, je vais faire donc avec un coéquipier, parce qu'on me demande tout le temps si je vais avoir un coéquipier. Donc oui, je vais le faire avec un copilote D'accord. qui me permettra de pouvoir m'aider si je suis en sablé ou pour la mécanique. Donc moi, je vais rouler avec le SSV et lui sera à côté pour me guider aussi pour la carte et puis pour m'aider pour la mécanique. Quoi. Ah, ça sera un bon Ah, il moyen faut pour quelqu'un de après. confiance, là. Ouais. Ça ser- Comment? Oui, ça serait un bon moyen justement pour Allez-y. après pouvoir enchaîner sur du Dakar Rallye, ça serait pas mal. Ouais, non, mais c'est clair. Qu'est-ce que tu veux dire Dakar Rallye? Tu Parce veux dire que en bah, voiture? en voiture, ouais, voiture. Ouais, bah après, en SSV, on va dire que c'est une catégorie promotion qui me permettra d'apprendre. Ouais, exactement, c'est un Et tremplin, ouais. voilà. Et au moins, ça me permet d'apprendre au fur et à mesure, doucement, et puis de faire déjà cette première édition en SSV. Un SSV est un véhicule que je connais très bien, du coup, depuis maintenant. Et c'est important parce que débarquer avec une grosse voiture sur un rallye qu'on n'a jamais fait, une voiture qu'on n'a jamais roulée, c'est un peu plus compliqué. Là, c'est une machine où on connaît la mécanique, on sait les endroits où il faut faire attention et on sait comment appréhender les obstacles avec cette machine, etc. Donc, c'est un bon moyen d'apprendre pour après, pourquoi pas le faire en bagnole. Ouais. Ouais, c'est bien. Bah après, franchement, moi je pense que je miserais une pièce sur toi parce que si tu mets autant d'énergie en SSV au Dakar, que tu as un ami en cross, que tu as un ami en natation, que tu as un ami dans tout ce que tu as fait, c'est vrai que ça peut donner des résultats, de bons résultats, je pense. En fait, je pense que tu as réussi à acquérir la méthode pour être au plus haut niveau grâce à toutes les expériences que tu as vécues dans ta vie, quoi. Ça t'a aidé certainement. Ah non, c'est sûr. BMX, moto, Voilà. natation, SSV. Donc ça Je peut, suis sûr que j'ai baladé dans pas mal de sports et je commence à comprendre comment ça fonctionne. Bon, ça, après, on peut remarquer aussi qu'il y a pas mal de sportifs, hein, tu vois, ouais, Luc qui Alphand. sont. Luc Alphand, ouais, justement, j'allais le citer, Ouais, ou Théo Bronsky, Peter Hansel qui a fait et en qui sont. moto Voilà. en rallye. C'est vrai qu'on s'aperçoit, c'est la marque des champions, des bons, hein, qui peuvent reproduire un schéma pour atteindre le plus haut niveau dans un sport, exactement pareil dans un autre, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc, voilà, c'est que du bonheur à chaque fois. Et justement, par rapport à ça, en parallèle, encore une chose en plus que tu as faite, tu as monté Sign Up Poster. Tu peux nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Ouais, Justement, on je voit que sign up d'ailleurs, tu j'ai as fait le mon petit t-shirt. t-shirt. Ouais. Ouais, bah en fait, l'idée, en gros, de là où tout a démarré, quand j'ai eu mon accident, j'ai eu la chance de pouvoir être aidé par pas mal d'assauts pour me reconstruire et pour redémarrer le sport, la natation. Et à mon tour, après, je me suis rendu compte que dans la moto, il n'y avait pas grand-chose qui existait. Et donc, je me suis dit que créer Sign Up Poster, donc Sign Up Poster, c'est une association qui récupère les posters des pilotes dédicacés pour ensuite les mettre en vente sur le site et tout l'argent récolté est récupéré pour aider à financer du matériel médical pour des personnes qui ont eu un accident, donc qui sont en fauteuil roulant, pour adapter leur voiture ou pour adapter leur chez-soi. Parce qu'il faut savoir, bon, les gens ne connaissent pas forcément le handicap, mais il n'y a pas grand-chose qui est remboursé.
Ouais. et le matériel se chiffre très vite. Donc quand tu veux adapter ta voiture pour juste pouvoir conduire, tu vois, pouvoir être autonome, ça te coûte déjà une fortune. Donc il y a pas mal de gens qui sont en galère et je pense qu'avec donc ce site Sign Up Poster, on peut récolter pas mal de fonds qui seront après redistribués à des gens de la moto qui sont en galère et qui veulent se reconstruire aussi à leur tour. Et donc c'est important. Bon, c'est parfait. Donc ça, c'est sur Internet, si on peut rappeler ton site, c'est signupposter.com ou quelque chose comme ça? Ouais, signupposter.com. Donc il y a les posters, les vrais posters. Donc vraiment, je signale, hein, c'est les vrais posters des pilotes. D'ailleurs, je remercie aussi les pilotes qui ont participé à tout ça, hein, qui sont sensibles à cette cause, forcément, avec les accidents qu'ils peuvent avoir forcément dans le milieu et qui jouent le jeu. Donc on va encore mettre pas mal de posters. On attend que la saison commence et il y aura encore plus de pilotes et ça, j'espère que ça va prendre encore plus d'ampleur et puis qu'on pourra financer encore plus de matériel pour les gens qui souhaitent se reconstruire ou avoir un fauteuil roulant tout simplement. C'est pas grand-chose, mais juste avoir un fauteuil ou adapter leur maison. Enfin voilà, je pense que c'est important. J'ai été aidé à l'époque pour me reconstruire et à mon tour, bah, voilà, je pense qu'il faut redonner et c'est pour ça que j'ai créé cette association. Bon, parfait. Et juste par rapport à toi, Axel, une dernière question. Toi, tu te verrais comment dans 10 ans? Je me verrai comment dans 10 ans bah, comme je te l'ai dit, je suis en fait conférencier. Donc, j'interviens dans les entreprises. À côté de ça, je fais du coaching personnel et bientôt des formations en ligne qui vont arriver. Donc, je me vois dans 10 ans un peu comme le numéro un des conférenciers inspirants en France sur le handicap. Donc, pourquoi je dis ça? Parce que aujourd'hui, je reçois déjà pas mal de messages sur Facebook où les gens me demandent des conseils, etc. Et moi, à l'époque, quand j'étais à l'hôpital, j'ai eu une icône qui s'appelait Oscar Pistorius. Je ne sais pas si vous Ouais, connaissez, je connais, ouais, le Blade Runner. ouais. Malheureusement, aujourd'hui, qui a mal fini, mais à Ouais, l'époque, ça n'a rien à voir avec. Bon, mais bon, Ouais, c'est ça c'est la reste pas, un c'est pas ligne la athlète même direction. histoire. ça reste un athlète emblématique, tout ça, et ça m'a fait rêver. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire rêver les personnes qui ont eu un accident et leur faire voir que tout est possible et que malgré quelque chose dans la vie, on peut continuer à rêver et avoir des ambitions. Donc dans 10 ans, je me vois vraiment leader là-dedans, où je peux inspirer le maximum de monde, aider le maximum de monde là-dessus. Voilà. Bon, ben, c'est parfait. Moi, tu Donc, disais tout à l'heure que tu regardais, t'avais pas trop quitté le motocross des yeux. Est-ce que tu as regardé ce week-end le Supercross de Daytona? non, j'ai pas regardé, j'ai vu les résultats. Alors, résultat, tu as vu les résultats un petit peu étonnants hein, Ouais, ce week-end-là justement, ouais. avec la première place de Brayton. Brayton, enfin, je sais pas vous, mais moi, j'aurais pas misé une pièce sur lui. Je pense que peu de personnes auraient Surtout misé. pas à Daytona en Ouais, plus, parce que exactement. c'est un ancien pilote d'Arena Cross, très technique, hein, très très fort Ouais. dans les whoops et tout ça. Là, c'était une piste un petit peu spéciale, hein, comme Daytona l'est chaque année. Cette année en plus, elle était particulièrement bien, moi j'ai bien aimé. Un petit peu entre motocross et supercross, et du coup, vraiment, Brighton, félicitations, à 3 ou 4 jours d'avoir 34 ans, c'est impressionnant. Ouais, je crois que c'est le plus vieux pilote qui a gagné une finale de SX, je crois. Ouais, exactement, ouais. C'est Chadwick Ouais, qui voulait le faire, hein, et en fin de compte, personne n'attendait Brighton, et c'est lui qui pour l'instant détient ce nouveau record. ouais voilà, après il a su profiter, hein, il a saisi sa chance et voilà, du coup, ouais, c'est bien, ça va lui donner un peu de confiance pour la suite, c'est cool. Ouais, bien sûr. Ouais, surtout En qu'il avait déjà plus, gagné une hit, enfin une série. Et, bon, là, il a gagné, là, il a fait le week-end parfait. Il a gagné sa série plus la finale. Le week-end dernier, il avait gagné une mini-finale, on va dire, lors de la Triple Crown. Je pense que là, ouais, la barre de confiance, elle est au plus haut pour lui. Troisième du championnat, c'est génial. Bah ouais, carrément, avec tous les pilotes qui sont blessés là. Enfin, justement, d'ailleurs, je sais plus, tout à l'heure sur Facebook, je voyais un mec qui faisait la liste des pilotes blessés. Enfin, c'est quand même assez énorme. Mais là, il Ouais. a, il a une carte à jouer, hein, comme quoi il faut, encore une fois, il faut jamais rien lâcher. L'année dernière, il n'a pas fait une saison qui était terrible. Et cette Mm. année, la troisième du championnat, c'est top. Enfin, pour lui, c'est super, quoi. Il profite, enfin, il profite. Il est là au bon moment et il a géré pour l'instant. Et ouais, là, à mon avis,
il est bien parti pour faire une belle saison. Oui, parce que Ouais, là, en si on plus, fait le c'était pas parallèle c'était avec pas ce une que course tu facile. Hein. disais tout à l'heure. Ah, vas-y, pardon. Ouais, en plus, c'était pas une course facile. Là, il gagne la course, on peut dire, c'est la course la plus compliquée de la saison, un Supercross. Parce que c'est un terrain sablonneux, un terrain typé motocross, mais de nuit, pour moi, c'est la course la plus compliquée. Enfin, personnellement, c'est pas un terrain qui me faisait rêver. Je sais pas toi, Axel, mais est-ce que toi, c'est un terrain qui te fait rêver, Daytona? Bah, c'est quand même mythique hein, après Daytona. Ah, ça a Donc, l'air compliqué. Moi, ouais, ouais, je le vois ouais, très c'est compliqué. toujours défoncé. Le terrain est toujours compliqué. Ouais. Mais justement, comme c'est compliqué, il y a toujours des surprises souvent à cette Ouais, c'est sûr. course. C'est sûr qu'on Donc, avait vu des ouais, courses aussi les années précédentes dans la boue. C'était ouais. il y a 2 3 ans où ça avait l'air encore plus compliqué. Chaque année, il y a des surprises quand même. Ouais, bah, Daytona, ouais, c'est vrai que c'est toujours un peu une course du championnat où on peut s'attendre à tout. Et encore cette année, tu vois, on a vu une surprise. Donc, bah, c'est cool et non, tant mieux. Et C'est bien. justement, par rapport à ça, par rapport aux surprises, on a vu Marvin Musquin, on l'a vu un petit peu agacé, un petit peu frustré après sa chute. Et du coup, il a rechuté. Donc, pour moi, il a laissé passer la dernière chance qui se présentait à lui d'être champion cette année en SX. Sachant surtout qu'Anderson a fait une mauvaise course aussi, qu'il n'était pas très à l'aise. Là, il aurait pu gagner, il aurait pu engranger un maximum de points. Et malheureusement, il s'est un petit peu énervé et ça va pas lui réussir, à mon avis, pour la suite. Et il laisse un petit peu filer les chances là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais à mon avis, ça risque d'être compliqué pour la suite. Ouais, bah après, déjà, bah, moi j'étais aux deux premières épreuves. Enfin, non, à la première et la troisième. Et à la première, à Anaheim, il a vraiment roulé. Enfin, c'était un truc de malade, vraiment, bah, comme il sait faire. Après, ça, comme là où il s'est blessé, enfin, où il s'est fait mal à l'épaule, là, déjà, ça a malheureusement compliqué pas mal de choses. Et après, quand tu as du retard, bah, c'est jamais facile de rattraper. Donc, forcément, donc, après, tu fais une autre erreur. Tu dis, putain, tu vois les points défiler. Tu dis, fallait pas que je fasse cette erreur. Et là, ça travaille. Ouais. Et après, c'est un engrenage et c'est difficile. Là, à mon avis, pour le titre, rien n'est jamais joué, bien sûr. Hein. Mais c'est sûr que vaut mieux avoir 40 points d'avance que de retard. Quoi. Enfin, Ouais, exactement. Après, là on voit c'est ça. qu'il avait, je crois qu'avant l'épreuve, il avait une trentaine de points de retard, quelque chose comme Non, ça. 42, et en 42. fait, à un moment donné, il est passé en tête pendant la manche, ils ont Ouais. fait le calcul vite fait, il était plus qu'à 26 points Voilà, d'Anderson. c'est là que j'avais vu qu'il était à moins Ouais. de 30 points. Et ça aurait été pas mal parce que là, il se place à moins de 26 points. Il suffit qu'il y ait une autre bonne épreuve, qu'il y ait une casse mécanique ou n'importe quoi. Ça peut basculer. Ça peut basculer, mais là, C'est ça. Ouais, du coup, c'est plus compliqué. ça bascule vite. Hein. Ça bascule vite. Après, ça bascule vite pour tout le monde. Donc, c'est sûr que il faut continuer. Après, je pense qu'il s'est. Enfin, je sais pas s'il s'est un peu énervé, mais comme L'histoire, en fait, c'est une c'est course qu'il qui. avait un tir-off coincé, on le voit, hein, les images, il avait un tir-off coincé, ça commençait à l'énerver un petit peu. Je pense il a perdu sa concentration, son tir-off était coincé dans sa main gauche, je crois, de mémoire. Et tu vois que Ouais, ça le gênait, voilà, ça l'a hanté, quoi. Ouais. ouais, et puis après, Daytona, comme on l'a dit, en plus, c'est un circuit qui est compliqué. Donc voilà, c'est un tout qui fait que ça, plus après voir que tu pouvais rattraper des points et là que finalement tu vas encore en perdre. Enfin voilà, c'est énervant. Donc c'est Ouais, pas facile. et après, à contrario, justement, on a vu Tomac, Tomac enfin, qui est mal parti, qui est très très mal parti, qui est remonté et qui a fait une course, on va dire, quasi parfaite. S'il avait 2 tours de plus, à mon avis, il aurait gagné cette finale-là. Donc on le voit affûté, on le voit bien revenir là et il a l'air quand même pas mal, Tomac. Hein. Ouais, il est pas mal. Après, j'ai l'impression que Thomas, qui doit toujours faire un DNF début de saison pour se sentir bien après. Mm. Enfin, je trouve Bon, là, il doit se que. sentir super bien parce qu'il en a fait un paquet de DNF depuis le début. Oui, c'est sûr. Mais comme voilà, la première épreuve, là, il nous a fait un DNF. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il a du mal un peu à supporter la pression. À chaque fois, c'est un peu ça. Hein. Là, bah, on le voit encore. Il tombe au départ, après, il fait une course de folie. Quoi. Ouais. C'est quand même incroyable. Alors qu'il serait parti en tête, parfois, il fait une course qui est quand même moins bonne que là. Quoi. Donc, c'est assez étrange. Après, déjà en 2,5-4 ans, il faisait pas mal d'erreurs. Je me souviens avec Roxen, il avait fait des erreurs un peu similaires où il était tombé alors qu'il y avait les championnats quasi acquis. Enfin, il a toujours été comme ça. Donc, c'est un peu dommage. Mais bon.
Ouais, Thomas, Ça reste un grand champion. ouais, après, il est quand même très rapide. Et du coup, par rapport à ça, on a vu Anderson. Et c'est quasiment la première fois de l'année qu'on voit Anderson pas à l'aise, qu'on voit Anderson qui bute un petit peu. Et à mon avis, là, il n'a pas géré. Comme aux autres épreuves, on le voyait plutôt. D'ailleurs, à l'épreuve précédente, à la Triple Crown, à la dernière manche, on le voyait gérer. On savait qu'il allait avoir la victoire acquise. Et là, non. Là, c'était un peu plus compliqué pour lui, à mon avis. Il avait un peu de mal à rouler. Et peut-être que c'est une preuve d'intelligence parce qu'il a voulu ne pas se blesser plutôt que de prendre des risques. Ouais, carrément. Ouais. C'est Donc, vrai que ouais, Anderson, après la première épreuve, je me suis dit que c'est lui qui allait être champion. Quand je l'ai vu rouler, bon là pour le coup, il assurait pas du tout, hein. Même s'il avait 10 ou 15 secondes d'avance, il roulait mais à bloc. ouais, ouais. Je me disais, mais pourquoi il assure pas? Et je crois qu'il voulait vraiment faire voir sa domination extrême. Et après, ouais, on voit qu'il gère pas mal son championnat. Ouais, il a beaucoup de points d'avance quand même. Donc, s'il n'est pas bien à Daytona, course complètement, qui est différente par rapport à d'habitude, autant qu'il gère. Et ça serait bête de vouloir forcer, se blesser inutilement et perdre le championnat. Cette semaine, s'il fait un podium, bah voilà, c'est reparti, hein. Oui, oui, de toute Il n'y a façon, pas de problème. les points au championnat montrent qu'il a bien fait d'assurer. Même si le résultat n'était pas terrible, il a 40 points d'avance aujourd'hui. Donc, Bon, voilà, c'est quand même pas mal pour l'instant, quoi. Et est-ce que vous pensez qu'une contre-performance à Daytona montre qu'on n'est pas affûté pour l'outdoor ou pas? Oh non, pas forcément. Moi, pour ma part, non, je pense pas. C'est une course vraiment spéciale, hein, donc non, la bon, ça reste du contre. supercross quand même. C'est quand même pas un Ouais, circuit d'outdoor, des ornières ultra profondes partout dans tous les virages. Bon, ça reste du sable un petit peu profond, mais c'est pas. Pour moi, ça reste quand même voilà, du supercross. Parce qu'on sait que ouais, non, non. on sait que les pilotes entre le supercross et le motocross ont quand même peu d'entraînement. Donc du coup, ça peut être un peu le reflet de ce qui se passera en outdoor. Alors oui, c'est vrai que Moi, je pense que ça sera clairement le reflet de ce qui va se passer en outdoor pour Anderson, mais pour d'autres raisons. C'est que s'il est titré, il va faire une soirée monumentale, parce que c'est vraiment le genre, et il va avoir du mal à s'en remettre pour 2 semaines après. Et je pense que c'est vraiment le genre à faire ça. ah oui, tu crois? Je ne connaissais Ouais. pas sous cet angle. Ouais, après, je sais pas, peut-être que cette année, il a l'air vraiment chaud, hein, donc Ouais. Non, bien euh, sûr. Après, c'est un professionnel, je dis ça, mais oui, sans doute il fera la fête, mais derrière, il sera présent. Il y a quelques années, Jason Lawrence avait eu le titre. Lui, pour le coup, il a vraiment fait une soirée de dingue. 2 semaines après, il gagne une manche à Hangtown, quoi. Il fait un podium au général. Donc, bon, comme ouais, mais quoi, lui, c'est un, on peut c'est faire un les cas deux. vraiment spécial, Lorenz. Ouais, là c'est un cas à part, là, c'est sûr. Après aussi, Lui, il était en prison et la semaine d'après, il gagnait un podium. Ouais, là, c'est clair. La 4-5 semaine ans. d'après, il roule, il gagne en finale de Supercross. Pardon à tout le monde. Ouais. c'était la belle époque. Mais en tout cas, c'était vraiment un pilote exceptionnel parce que tu pouvais t'attendre à tout avec lui, hein. Ah, ça c'est clair. Là, il y avait des blocs pass en série Ouais, d'essai, il y avait de tout. Il y avait de tout. des tout, ouais. Ouais. Après, on a vu aussi une belle course de Craig en début de match. Ouais, On avait d'ailleurs, j'étais un peu surpris de voir deux pilotes Honda aux avant-postes alors qu'il n'y a plus de pilotes de pointe chez Honda. ouais, On avait carrément. Bray. Ouais, Greg, impressionnant, impressionnant. Bon, souvent il part bien, en 2,5 il roule pas mal, mais là en 4,50, je pense que ça va lui donner vraiment une bonne confiance pour la fin du championnat à la côte ouest, parce que là, ça fait 2 fois, je pense, qu'il fait top 5, ou Ouais, podium même, ouais, de mémoire. là, je n'ai pas les résultats exacts. Tu les as, toi, Nico? En finale? Ouais, non, il fait quatrième. C'est Quatrième? Webb qui finit troisième. D'accord, c'est Webb Et qui l'a la passé. semaine d'avant, je sais plus, mais en tout cas, c'est super quoi pour lui. En 4,50, arrivé. Bon, après, il y a beaucoup de blessés, hein, c'est sûr. Mais après, il prouve qu'il est quand même rapide et ça va lui donner vraiment une bonne confiance pour la côte ouest et pourquoi pas après pour revenir en 4,50 aussi l'année prochaine. C'est un bon début, quoi. Ouais, c'est clair. Et puis en plus, Craig, c'est un pilote quand même qui est assez fin techniquement. Donc le fait de passer du Ah, 4,50 au 2,5, ça va pas lui poser énormément de problèmes, je pense. ouais, il a vraiment un style très fin. Moi, je trouve qu'il est vraiment beau à voir. Il est grand. Ouais. Il est énorme. Où il est fort, vraiment, c'est dans les hoops aussi. C'est impressionnant Ouais. comment il passe les hoops à chaque fois. Ça m'impressionne. Après, autre pilote qui est un peu moins fin techniquement, enfin, et un peu moins beau à voir rouler, mais qui est en train de monter en puissance, c'est Webb. Webb qui fait on va dire sur les deux dernières courses, il commence à faire de bons résultats, là, alors qu'à début de saison, c'était plutôt un Ouais, demi-teinte. bon, après,
faut pas oublier non plus qu'il y a quand même pas mal de Ouais, pilotes blessés. Hein. c'est clair. Donc, Ouais, moi, je pense que Webb, il bénéficie clairement de ça. Ouais. ouais. Donc si tu rajoutes les 4-5 pilotes, bah voilà, ça fait 6-7, c'est sa place. Enfin, après, faut voir, mais des mecs comme Barcia, tout ça, début de saison, ils étaient quand même un peu plus rapides. Hein. Ouais, c'est clair. C'est Bon, après, voilà, chacun son tour. Hein. Il a été blessé, là, ils sont blessés, il profite de ça. Ça lui permet d'engranger l'expérience, tant mieux. Hein. Donc, Ouais. et voilà, un podium, c'est un podium. Les absents ont toujours tort, comme on dit. Donc, Ouais, puis dans les temps retour, il est pas ridicule non plus. Quoi. Il fait partie des plus rapides. Là, il avait le deuxième meilleur temps en course, donc c'est pas anodin. Quoi. D'ailleurs, Webb, c'est un pilote un peu rugueux d'habitude. C'est un pilote qui vient un peu faire du bloc pass. Et là, on a vu que Thomas, il y a mis un bon bloc pass. Et d'ailleurs, il est tombé aussi. C'était un hit ou un final? Ouais, après, il s'est un petit peu agacé parce que Webb a sauté un petit peu en travers le saut d'avant. Ça n'a pas plu à Thomas, et du coup, il lui a fait savoir. Quoi. D'accord, voilà, ouais. Un peu trop parce qu'il est tombé aussi. Bon, après, j'ai pas vu la course, donc je sais pas. on a vu. Du coup, Nico, est-ce que tu as des infos, toi, sur la blessure de Baguette au poignet? Moi, je pensais que c'était plus grave. Ils étaient un petit peu silencieux là-dessus la semaine dernière. Hein. Ils pensaient que son poignet était cassé. A priori, non. À voir comme il a roulé, c'est pas trop mal. Il finit 9 quand même avec une blessure au poignet. Alors, je sais pas ce qu'il a. À mon avis, si c'était cassé, il aurait pas fait 9e, surtout à Daytona. Ouais, ça aurait été un peu compliqué, je pense, ouais, c'est sûr. Ouais. Après, si on passe Les aux 2,5. aux 2,5, qu'est-ce que tu en as pensé, toi, Nico, du coup? Osborne en difficulté, mais bon, pas trop dégueulasse quand même, j'ai envie de dire. Oui, en difficulté, il remonte, hein, il est mal parti. On voit qu'il s'est fait enfermer au départ, il est quasiment dernier. Il remonte, il est quasiment prêt à gagner, on va dire. Donc, une bonne vitesse de pointe, il est quand même pas mal. Voilà, après, Ouais, à un moment donné, on a cru à une grosse bagarre entre les 4 premiers parce que Martin faisait un petit peu le yo-yo avec Smith. Derrière, il y avait Faulkner qui était pas très très loin non plus à l'affût et Osborne qui est remonté. On s'est dit, ah, il va peut-être y avoir une bagarre. En fait, elle a jamais eu lieu. Non. Vous pensez quoi? Vous pensez que c'est parce que physiquement c'était très exigeant et du coup, les pilotes ont tous géré au final et ils ont laissé passer la course comme ça? Ou c'est que non, tout simplement, ils ont mis du gaz tous jusqu'à la fin et c'est resté. Ils ont gardé le même écart. Alors, pour avoir vu la course, moi, en 2,5, je me suis un peu ennuyé, tu vois. Contrairement à d'habitude où on a pas mal de batailles, ça va enfin, ça se double, ça se redouble. Là, pas énormément. Bah, Donc, après, comme Daytona, c'est compliqué aussi. Ils ont peut-être pas voulu prendre de risques de folie non plus, tu vois. Donc, Ouais. c'est peut-être ça aussi, un tout. Puis, à voir. Hein. Après, ils étaient peut-être tous aussi à bloc. Et puis, c'est resté comme ça. Parfois, les courses, c'est étrange. Hein. Ça se fige vite fait ou il y a de la bagarre. Il suffit de rien pour que ça bascule. ouais, exactement. Ben là, justement, on avait une course qui était assez figée. Osborne qui remontait un petit peu, mais en fait, qui avait un peu de mal. Et d'ailleurs, pour une fois, on a vu, enfin, moi, j'ai vu en tout cas Faulkner un peu décroché, un peu moins rapide, alors que d'habitude, c'est un des pilotes les plus rapides. Là, il avait un peu de mal. Moi, je le voyais remonter, tu vois, sur Martin plus rapidement. Et en fait, non. Mm. Non, on le voyait un peu en demi-teinte. Lui aussi, peut-être que Ouais, ce qu'il disait, il disait qu'il attaquait. Au moment où il attaquait, il se rendait compte qu'il faisait des erreurs. Il gagnait des secondes dans des virages, mais en fait, derrière, il en reperdait parce qu'il attaquait trop, il s'est épuisé. Ouais. Donc voilà, au final, il s'est dit que je vais gérer, je vais essayer de garder ma place et voilà quoi. Non, après, c'est malin de sa part, hein, d'un côté, parce qu'on voit que ça, c'est un pilote qui peut faire la différence en deux virages. Il est tellement technique et tellement rapide sur certaines portions qu'en deux, trois virages, il peut revenir. Mais le virage d'après, il peut faire une erreur, quoi. Donc c'est ça qui est un peu compliqué avec lui. Mais Il y a bon, encore 2 blessés en 2,5 aussi, hein, deux grosses blessures, en plus, Hampshire et De Cotis. Hampshire, ça élimine une belle. Blessure au dos aussi, hein, les vertèbres, il me semble. Pour Hampshire? Ouais, Donc, ouais. ouais, pour Hampshire aussi, ouais. Ouais, parce qu'Hampshire, Je crois que j'ai vu la chute en plus, ouais, je crois l'avoir vu. moi aussi j'ai vu, et Ouais. c'est vraiment Il passe une par grosse devant, chute. Hein. il Ouais. prend la moto dessus, enfin voilà, classique quoi. En Ouais. plus, il passe par l'avant, mais vraiment ouais, méchamment. Hein, pas... Ouais, et je pense que ça c'est une bonne transition pour notre question du jour, d'ailleurs, tu vois, Blaise. C'est Eh ben, transition à notre question du jour présentée par cboparts.com, CBO, les magasins CBO à Agen et Toulouse. Du coup, vas-y, fameuse question. je te laisse la poser, toi qui es spécialiste des questions du jour, c'est à toi, Nico. Je peux pas, je frétillais déjà, tu vois, avant d'arriver à la fin de mes notes là. Non, mais question pour vous deux, du coup, et pour tout le monde, hein, si vous voulez nous rejoindre comme d'habitude en commentaire, n'hésitez pas.
faut-il privilégier le confort aux protections en motocross? Parce qu'on voit que justement aux US, ben là, il y a 2 blessures sur le dos. Je ne mettrai pas la main à couper, mais je pense que ni Hampshire ni Decotis ne portaient de pare-pierre ou même de lead brace. Donc Ouais. voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, moi, déjà, déjà, les Américains, là-dessus, ils sont vraiment olé olé, quoi. Même les plus jeunes, ils mettent jamais de pare-pierre. J'ai l'impression qu'ils se prennent pour Robocop parfois, qui sont incassables. Donc moi, ce que j'en pense, c'est que il existe des protections qui sont tout à fait qui sont légères et où tu peux avoir une bonne liberté de mouvement. Et c'est nécessaire d'avoir les protections. Après, on ne sait jamais si ça va servir. Mais dans tous les cas, quand tu prends un pet sur le dos et que tu n'as pas de pare-pierre, c'est toujours mieux d'avoir un pare-pierre qui te protège avant l'impact qui est carrément sur la colonne, sur les vertèbres. Justement, pour la petite anecdote, quand j'ai eu mon accident, il faisait extrêmement chaud. C'était à Kegum, donc en Lettonie, il faisait canicule. Et il y avait le sight-in lap. Et avant le sight-in lap, moi, c'était le début des lead brace. Là. À l'époque, il n'y en avait pas beaucoup. Dans le Grand Prix, on en avait. Et je me souviens que je m'étais dit, j'avais fait, comme il faisait chaud, le warm-up, le sight-in lap sans le lead brace. Et là, je dis à mon mécano, franchement, je me sens justement, comme tu dis, beaucoup plus libre, beaucoup plus à l'aise. J'avais moins chaud et tout. Et là, je le regarde, je lui dis, est-ce que je mets mon lead brace ou pas pour la première manche? Et là, il réfléchit. Parce que franchement, je me sentais beaucoup mieux, tu vois, beaucoup plus libre et tout. Il dit, non, mets-le, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver et tout. Et je fais 10 minutes et je m'éclate. Bon, après, lead brace ou pas lead brace, vu que je suis tombé sur les fesses, ça ne m'aurait pas servi. Mais je veux dire, imagine, tu fais une autre chute et ça t'arrive, tu t'en veux toute ta vie, quoi. Donc, après, je ne suis pas forcément un pro lead brace. Parfois, ça fait peut-être pire que mieux, mais du moins, le pare-pierre, pour moi, c'est nécessaire, c'est obligatoire. Les jeunes de nos jours, ils doivent tous en mettre un, même si on voit les ricains qui roulent sans rien pour que ça fasse beau, propre, à un moment. Voilà, le beau, le propre, c'est plus important d'être protégé que d'être beau sur soi. Bon, je sais pas, toi, Blaise. Pour ma part, je suis totalement d'accord avec toi. Après, moi, je roule d'habitude. Enfin, avant, je roulais avec pare-pierre plus lead brace. Avec la lead brace, je me suis cassé 2 fois la clavicule en fait, en tombant avec le poids du casque. Tu sais, j'ai la clavicule qui a cassé des 2 côtés. Du coup, j'en mets plus. Ouais. Voilà, parce que la clavicule aussi, ça peut être quand même grave, tu sais, si ça perd fort ou quelque chose comme exact. ça. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il y en a certains qui diront que si j'avais pas eu la lead brace, peut-être que ça aurait été au niveau cervical. Je peux pas le savoir, mais maintenant, voilà, je me suis cassé 2 fois la clavicule. En fait, j'ai des cales osseux sur les 2 clavicules et qui me gênent quand je mets la lead brace, donc je la mets plus à cause de ça. Voilà, moi en tout cas, je conseille à tout le monde de mettre vraiment pare-pierre devant, derrière. Maintenant, de toute façon, chez nous, c'est obligatoire en Europe avec l'homologation. Ce qui est lead brace, je suis un peu plus partagé, je sais pas. Il faudrait. Moi aussi, c'est vrai que je suis partagé là-dessus. Pour l'instant, c'est complètement difficile de faire des études là-dessus, donc voilà. Mais en tout cas, déjà mettre le pare-pierre, c'est hyper important, et un très bon casque. Et là aussi, c'est vraiment un point important, c'est d'avoir un casque de bonne qualité, parce que quand on prend des têtes, voilà, parfois les traumatismes crâniens, si tu en as à répétition, c'est pas très bon, et je pense qu'il y a des casques qui sont beaucoup mieux que d'autres, et c'est important d'avoir un bon casque. C'est ça qui est important aussi. Exactement. Ouais, moi je suis d'accord avec vous. Après, la c'est tout à fait ça. C'est vrai que ça peut, on se sent plus à l'aise quand on l'a pas. Mais bon, pour le coup, voilà, c'est un petit peu comme la ceinture de sécurité en voiture. Je pense que ça peut éviter des gros accidents. Par contre, derrière, voilà, ça peut te casser les clavicules et c'est un truc un petit peu plus pénible. Bon, mais Nico, on entend un écho là, donc il est grand temps pour tout le monde qu'on stoppe ce live. Il est grand temps d'arrêter cette émission. Déjà, quand j'entends la voix de Blaise une fois, quand je l'entends 2 fois, ça me fait mal. Ouais. Je crois que c'est Facebook qui essaie de nous virer là du live. Bon, ça marche. Mais écoutez, on vous dit à la prochaine, tous les lundis à 19h. Exceptionnellement, la semaine prochaine, on sera là mardi, probablement à la même heure à 19h. On va tout aussi vous tenir informés
Et moi, je tiens particulièrement à remercier Axel de nous avoir encore une leçon. On a eu une conférence gratuite en fait, grâce à toi. Merci beaucoup. Ouais, pas tout à fait quand même, mais vous avez eu quelques réponses à tout. Et puis en tout cas, ce que vous faites, c'est vraiment cool. Donc j'espère que vous allez continuer à continuer dans cette optique. Vos lives, ils sont vraiment sympas. Donc continuez comme ça. Merci beaucoup à toi, Axel. Et juste un dernier mot aussi pour un pilote de la Ligue Occitanie là, qui est décédé en moto ce week-end. Donc voilà, toutes les condoléances à la famille, à tous les proches. Et on espère que ça n'arrivera plus sur les terrains. Ouais, malheureusement, merci pour ce message, Blaise, et à la prochaine. Allez, à la prochaine tout le monde. Allez, au revoir.